Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'entends que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'aime, chérie, je te rappelle. Salut, je t'aime aussi. Un couple au téléphone, une banale scène de la vie quotidienne. Sauf que ces amoureux, qui s'appellent tous les jours depuis près de 2 ans, ne se sont vus que 2 fois dans leur vie. Et pour cause, Kenny est enfermé depuis bientôt 20 ans dans les couloirs de la mort d'une prison de l'Ohio. Karen, une Écossaise sans emploi de 43 ans, a décidé de donner à Kenny tout son amour et a fait de sa vie un combat pour l'arracher à la chaise électrique. Je me souviens de lui me demandant s'il était l'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie, et j'ai répondu oui. Karen arrivera-t-elle à continuer à mener cette vie de sacrifice par amour pour Kenny? Quel sera son avenir avec un condamné à mort? Et surtout, arrivera-t-elle à sauver Kenny de l'exécution? Nous sommes à Édimbourg, en Écosse. C'est là que vit Karen, divorcée, maman de Lucie, 3 ans, Kevin, 5 ans, et Marc, 13 ans, tous issus d'un premier mariage. J'étais une mère sans histoire, j'étais une fille, une épouse, une sœur. Je menais une vie tout à fait normale. Je faisais le ménage, j'allais à la sortie de l'école, je faisais tout ça. Depuis 2 ans, sa vie bien rangée a volé en éclats puisqu'elle vit une histoire d'amour tout à fait hors du commun avec un condamné à mort, Kenny Raichi, d'origine écossaise et incarcéré dans l'Ohio. Elle se souvient encore de la première lettre du condamné. Cette enveloppe est arrivée avec le tampon « Couloir de la mort ». Je me suis assise avec la lettre et pendant un moment, je n'ai pas pu l'ouvrir, j'avais peur. Comme si un meurtrier allait sortir de l'enveloppe. À l'époque militante contre la peine de mort, Karen avait décidé de correspondre avec des condamnés à la peine capitale. Très vite, avec Kenny, la relation a pris une tournure différente. À un moment, j'ai commencé à attendre ces lettres. Je pense qu'on a partagé tellement de choses que personne ne pourrait comprendre. Ou qu'on ne pourrait le raconter qu'à quelqu'un à qui on a entièrement confiance. Un jour, Kenny m'a dit qu'il m'aimait. C'était assez étrange, parce que quand on y pense bien, il m'a dit qu'il m'aimait alors qu'il ne m'avait jamais vue. Je me rendais bien compte que c'était bizarre, mais c'est vrai que les sentiments étaient là. En fait, c'était fou, totalement fou. Au bout d'1 an, les lettres se sont transformées en coups de fil, dont le premier restera gravé à jamais dans la mémoire de Karen. Je blablatais, je parlais très vite. Je ne me souviens pas d'une seule de ses paroles. Il m'a avoué quelques semaines plus tard qu'il n'avait pas compris un seul mot de ce que je racontais. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il m'a répondu « Parce que c'était si bon d'entendre ton accent écossais. La seule chose qu'il comprenait, c'est lorsque je disais « ouais ». Kenny a été condamné à mort il y a 19 ans, accusé d'être l'auteur d'un incendie ayant causé la mort d'un enfant de 3 ans. Il a toujours clamé son innocence, sans résultat. Si Karen a foncé tête baissée dans cette relation, persuadée de l'innocence de son compagnon, son entourage s'est évidemment posé beaucoup de questions. C'était dur au début, parce que nous sommes une famille très soudée. Et ils étaient inquiets. Évidemment, ils pensaient que j'allais souffrir. Maintenant, ça va, mais au début, mes parents et tout le monde d'ailleurs pensaient que j'avais besoin d'aide, que quelque chose ne tournait pas rond, que j'allais sérieusement y laisser des plumes, que j'allais faire des choses étranges. Mais maintenant, ma famille l'appelle régulièrement depuis plusieurs années. Et mon père a même écrit une chanson sur l'histoire de Kenny. Le père de Karen, Pete, la soutient désormais dans son combat pour réhabiliter Kenny, malgré les inégalités du système judiciaire américain. Ils mentent, et ils appellent ça la justice américaine. Quelque chose que l'argent peut acheter. Merci madame, passez une bonne journée. Pouvez-vous payer maintenant? Où est votre carte de crédit? Sans Karen, on parlerait de Kenny au passé. Il serait mort depuis longtemps. En effet, Karen se bat sans relâche depuis 2 ans pour faire reconnaître l'innocence de son homme.
Aujourd'hui, comme chaque mois, elle organise une manifestation devant le consulat des États-Unis à Édimbourg pour tenter de médiatiser le cas de Kenny. J'ai toujours détesté l'injustice, même s'il ne s'agissait pas de quelque chose de grave. Je ne supporte pas de voir quelqu'un être traité avec injustice. J'ai toujours été du côté des opprimés. Une fois arrivé sur place, une belle surprise l'attend. De nombreux militants ont répondu à son appel, attisant par la même occasion la curiosité des médias. Il faut dire que Karen a sacrifié sa vie à son combat. Le fait d'être impliqué sentimentalement m'a fait aller de plus en plus loin dans ce combat. Vu que je connais Kenny en tant que personne et que je voyais les conséquences que toute cette histoire avait sur lui, de voir ce qu'il supportait depuis tant d'années, tout ce qu'il avait vécu, ça m'a motivé à aller plus loin. C'est la souffrance de Kenny qui a transformé cette mère de famille en passionnariat du combat contre la peine de mort. Grâce à sa pugnacité, elle vient même de rallier Amnesty International, un appui de poids à la cause de Kenny. Demain, Karen se rendra aux États-Unis pour annoncer à son homme cette grande nouvelle, peut-être le prémisse de la fin d'un long cauchemar. Aujourd'hui, Karen s'envole pour l'Ohio afin de retrouver Kenny. Ce sera leur 3e rencontre en 10 ans, toujours séparés par une vitre de parloir. Leur histoire d'amour s'est construite sans le moindre contact physique. Je me suis imaginé pouvoir le toucher. Et la première chose que je ferais, c'est toucher son visage et ses cheveux. Je sais que ça a l'air stupide, mais je n'ai jamais pu le faire. Je n'ai touché qu'une mèche de ses cheveux coupés. Mais là, ce seraient ses vrais cheveux sur sa tête. Une fois arrivée à l'aéroport de Cleveland, escortée de Mark, son fils aîné, Karen retrouve celui qu'elle cherche depuis des années. Sean, le fils aîné de Kenny, né juste après son incarcération et qu'il n'a jamais connu. Vous avez attendu longtemps? Oui, une éternité. Quoi? Voilà Mark, le grand Mark. Salut Mark. C'est grâce à Internet que Karen l'a enfin retrouvé et elle l'a fait venir de Virginie pour rencontrer son père. C'est aujourd'hui un jeune homme de 20 ans que Kenny va rencontrer pour la première fois. Je suis très excitée. C'est quelque chose que Kenny attend depuis des années. Je suis tellement contente que ce soit moi qui permette à ce garçon de rencontrer son père. Cette rencontre va être quelque chose. Je pense qu'on va voir notre grand costaud pleurer. Le rendez-vous avec Kenny est prévu pour le lendemain au parloir de la prison. En attendant, Karen et Sean vont tenter de rattraper le temps perdu et vont faire plus ample connaissance. Pour Karen, c'est le moment de préparer Sean à la dure réalité de la prison, un choc parfois très violent pour les proches. Tu es déjà allé en prison? Non, jamais. J'y suis jamais allé. La première fois que j'y suis allée, j'ai mis 6 mois à récupérer. Pourquoi? Parce que c'était traumatisant de voir des gens enchaînés, comme des animaux, avec des chaînes aux pieds et aux mains. Ils leur en mettent partout? Et voir ton père et les autres détenus devoir faire des efforts énormes pour soulever leur chaîne, ne serait-ce que pour décrocher le téléphone, tellement c'est lourd. On se bat pour qu'ils soient encore perçus comme des êtres humains. Quand j'ai commencé ce combat, ton père était connu sous le nom de Richie le tueur d'enfants. Maintenant, c'est Kenny qui a toujours clamé son innocence. Ça a été un sacré boulot pour que les gens le voient comme un être humain. J'ai fait un cauchemar. On devait l'exécuter et les gens riaient et faisaient la fête. Ton père a toujours dit qu'il le tuerait sur la chaise électrique. Parce que pour être exécuté par injection létale, il faut signer un papier qui leur donne l'autorisation. Je me souviens qu'un jour, en 1998, on était au téléphone quand ils lui ont apporté un formulaire. Sa date d'exécution était prévue pour le 30 juin 1998. J'ai entendu Kenny répondre au gardien « Je ne signerai pas ça ». J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est »
Et il m'a dit, ils veulent que je signe un papier qui les autorise à me faire une injection létale. À la place de la chaise électrique? Le surveillant en colère insistait en disant, vous devez signer ça. Et il a répondu, non, je ne vous donne pas la permission de me tuer. Dès le lendemain, Sean et Karen se rendent comme prévu à la prison pour rendre visite à Kenny. Pour Sean, c'est le moment le plus important de sa vie. Karen espère aussi que cette entrevue donnera à Kenny l'envie de continuer à se battre plus que jamais. Nous n'avons pas pu assister à leur retrouvaille, mais à l'issue de cette première rencontre avec son fils, Kenny semble bouleversé. Elle m'a amené mon fiston. Je suis tellement heureux. Il est beau, il est mignon. C'est mon fiston. Merci. Je suis enchaîné. Je peux pas m'approcher plus. Je peux pas les arracher. C'est solide. Je suis en colère contre les gens de ce pays. Ils veulent rien changer au système judiciaire. Le tribunal, la police, les procureurs, tout le monde est corrompu. On m'a tout pris. J'ai le droit d'être en colère. On va ne pas me reprocher ça. Je suis en colère parce que j'avais 19 ans, quand on m'a volé ma vie pour rien. La colère de Kenny est immense. À cause de la complexité du système judiciaire américain, Kenny a déjà eu à affronter 13 dates d'exécution toujours ajournées, dont une in extremis, 1 heure avant de prendre place sur la chaise électrique, la tête déjà rasée. Le traumatisme est resté ancré au plus profond de lui. Après cette première rencontre, plus qu'émouvante, Sean, le fils de Kenny, est submergé par l'émotion. Oh mon Dieu. Le voir comme ça, et ses surveillants, comment ils se comportent avec lui. Depuis combien de temps il est assis dans cette cellule? Il peut même pas faire un tour dehors, respirer un peu d'air frais. Une fois à l'hôtel, loin de se remettre de son choc, Sean s'effondre à nouveau. Sans elle, je sais pas où il serait. Ne l'avoir jamais connu, n'avoir jamais vu son visage, ni entendu sa voix. Ça m'aurait tué. C'est l'heure pour Sean de rentrer chez lui, bien décidé à aider Karen dans son combat pour faire libérer Kenny. C'est dur de se dire au revoir. C'est juste un au revoir, mais bon. Tu m'appelles quand? Je t'appelle ce soir. Ce soir? Je serai à la maison. Ok, au revoir. Après seulement 3 jours sur le sol américain et une seule entrevue avec Kenny, Karen rentre elle aussi en Écosse, bien décidée à continuer son combat pour sauver celui qu'elle appelle son roi.
Et un mois plus tard, Karen va recevoir une très bonne nouvelle. À force de persévérance, Karen a réussi à faire réviser le procès de Kenny. Grâce à son action, l'État de l'Ohio va le rejuger après 20 ans de prison. En attendant que les juges ne rendent leur verdict, celle dont la vie n'est qu'une lutte pour sauver celui qu'elle aime se ressource comme elle le peut dans ce cimetière où elle a l'habitude de venir se recueillir sur la tombe de ses proches. C'est calme et tranquille ici. Je viens de temps en temps me recueillir sur la tombe de mon grand-père et de mon oncle Dick. Parfois je m'assois et je pense à différentes choses. Aujourd'hui, le jour que Karen attend depuis si longtemps est arrivé. La Cour de justice rend sa décision finale concernant l'acquittement ou la condamnation à mort définitive de Kenny. Quoi qu'il arrive, c'est le dernier appel possible. Une fois la décision rendue, tous les recours auront été épuisés. Allô, oui? Le verdict est tombé. Après 19 ans de prison, Kenny est innocenté et sera libéré dans 90 jours. Pour Karen, le moment est quasiment irréel. C'était incroyable. Au début, j'ai presque cru qu'on me faisait une blague. Une fois l'annonce de la nouvelle digérée, Karen commence à réaliser que l'apprentissage d'une vie normale sera loin d'être facile pour Kenny. Pour pouvoir l'aider au maximum lors de son retour à la maison, Karen a décidé d'aller rendre visite à Paddy Hill, 54 ans, victime lui aussi d'une erreur judiciaire il y a 12 ans aux États-Unis. Il a passé 16 ans dans les couloirs de la mort et connaît la difficulté de la réinsertion mieux que quiconque. Je dis toujours aux gens qu'ils ne peuvent pas comprendre cette putain de prison, particulièrement à l'isolement. Et c'est là que Kenny a passé la plupart de son temps, à l'isolement, tout seul. La prison vous change. Et vous change très brutalement. Si brutalement que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes devenu un autre homme. Paddy sait que son état psychologique a été modifié à tout jamais par son vécu carcéral. Regardez-moi. Je suis bien, et la putain de minute d'après, je suis fou furieux. Et après, je me calme, et je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Le truc triste, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce qu'une fois que tu as réalisé ce que tu as fait, et combien tu es con, tu te remets en colère contre toi-même à nouveau. Voilà ce que la prison fait de toi. Malgré les nombreux obstacles qui l'attendent encore, une nouvelle vie commence pour Karen. Dans moins de 3 mois, Kenny sera près d'elle pour tenter de vivre, enfin, une vie normale. Je ne veux pas être jugée. Et je dirais aux gens qui ne me comprennent pas ou qui n'essaient pas de comprendre mon choix, je leur dirais « Vivez ma vie une journée avant de me juger. Et là seulement, vous saurez de quoi vous parlez. » Les gens tombent amoureux sur leur lieu de travail, sur Internet, au téléphone. Vous savez, il y a des histoires incroyables sur les lieux de rencontre. Et c'est ça la vie. Si nous étions tous identiques, le monde serait ennuyeux. Après 10 ans d'incertitude, Karen peut désormais se sentir fière du combat qu'elle a mené par amour. Bientôt, Kenny sera libre, mais beaucoup de condamnés à mort innocents qui attendent dans le couloir de la mort n'auront peut-être jamais la même chance.